Donc, bonjour à toutes. La VAE, c'est la validation des acquis d'expérience. En France, vous avez deux manières de passer un diplôme. Pourquoi? Parce qu'un diplôme, qu'est-ce que c'est? Un diplôme en France, c'est une liste de compétences. C'est tout. C'est une liste de compétences où vous allez passer devant un jury neutre qui ne vous connaît pas et qui ne vous aime pas, enfin, a priori non, et qui du coup va pouvoir juger de manière objective si oui ou non vous avez cette liste de compétences. Et si vous avez cette liste de compétences, vous avez ce qu'on appelle le diplôme. Alors plein de gens disent non mais un diplôme ça sert à rien, moi je suis très forte tout seul, mais vous êtes totalement très forte. Encore une fois, un diplôme c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui répond à tous les problèmes. Un diplôme, ça permet juste de démontrer que vous avez un certain nombre de compétences. Donc potentiellement, pourquoi vous voudriez faire une VAE? Par exemple, dans votre structure petite enfance ou en tant qu'assistant maternel, vous avez énormément de compétences que vous avez développées sur le terrain. Et en fait, cette compétence, si demain vous souhaitez aller en crèche, ces compétences, elles ne vont pas forcément être reconnues. Ou inversement, si vous souhaitez, à la fin de l'année, vous avez de nouveaux parents employeurs, hein, ça c'est pour les assistants maternels, ou bien si vous êtes en structure, vous voulez changer de structure, potentiellement la structure qui va vous accueillir, elle ne sait pas forcément tout ce que vous avez fait dans votre structure d'avant. Et potentiellement, vous pouvez lui dire, vous pouvez lui raconter, mais comment elle sait que vous n'êtes pas en train de raconter du pipeau, etc. Et donc, c'est là que la VAE est importante. La VAE, c'est donc une des deux manières de passer un diplôme. La première étant l'école. L'école, c'est très simple. Hein. L'école, vous allez apprendre les compétences à l'école et ensuite, vous allez passer devant un jury qui va évaluer si oui ou non vous avez ces compétences. La VAE, vous n'avez pas besoin de retourner à l'école. C'est vous avez travaillé. En travaillant, vous avez développé des expériences. En développant des expériences, vous avez développé des compétences. Et ces compétences, elles peuvent être reconnues par un diplôme. La VAE, c'est juste une manière de passer le diplôme. Le diplôme que vous obtenez après la VAE, c'est le même que le diplôme que vous avez passé après l'école, puisqu'en fait, c'est les mêmes compétences qu'on va évaluer. Par définition, vous avez un diplôme et vous avez les compétences qui sont listées dans ce diplôme. Donc, par exemple, dans le diplôme d'auxiliaire de puériculture, on va avoir 12 compétences que vous allez devoir valider. Et on va y venir juste après. Vous avez appris en travaillant avec des collègues, en développant naturellement, en faisant. Et donc, c'est ça qu'on va vouloir évaluer. Et donc, la manière d'évaluer ça dans la VAE, c'est pour ça que le processus il est un peu différent. Et c'est pour ça que potentiellement, il peut faire un peu peur. Mais vous allez voir, il est très logique. Donc, comme je dis, on va commencer par la fin. La fin, c'est que de toute façon, vous allez devoir passer devant un jury qui va évaluer si oui ou non vous avez ces compétences. Ça, c'est la même chose que l'école. D'ailleurs, les jurys de VAE, les personnes qui vont être jury devant vous, peuvent être jury en école aussi, ce qu'on appelle en formation initiale ou en formation continue. La seule différence, c'est que ce jury, pour vous juger, il va se baser sur deux choses. La première chose sur laquelle il va se baser, c'est qu'il va se baser sur un livret d'expérience, c'est-à-dire en fait un cahier où vous allez rédiger vos expériences. Donc, vous n'allez pas rédiger des cours, vous allez rédiger des expériences. Et ensuite, une fois que vous avez envoyé ce livret, donc le jury va le lire et vous allez passer à l'oral. Donc en fait, avant votre oral avec lui, donc en général, l'oral, ça dure 50 minutes. En gros, vous avez 10 minutes de présentation, où vous allez vous présenter. Et ensuite, vous allez avoir 40 minutes de questions-réponses. Où en fait, le jury, il va avoir lu vos expériences, il va avoir écouté votre présentation et il va vous poser des questions sur ces expériences-là. Son objectif, c'est quoi? C'est creuser certains éléments que vous avez décrits dans votre livret et pour être sûr que ça correspond bien au diplôme. 2, vérifier que vous n'avez pas triché. Voilà. Par exemple, que vous l'avez fait avec ChatGPT ou que vous êtes fait, enfin, c'est pas vos expériences en fait que vous avez vécues, vous avez acheté votre livret sur Internet par exemple. Voilà, donc c'est ça l'objectif du jury. Quand les gens disent ah je suis en VAE, qu'est-ce qu'ils font concrètement? En fait, ils rédigent ce livret d'expérience. Alors, à quoi ça correspond de rédiger ce livret d'expérience? En fait, si vous voulez, pour chacune des compétences du diplôme, vous allez devoir trouver une situation pour l'illustrer. Et ainsi de suite. Donc, on va finalement avoir à la fin ce qu'on appelle 12 fiches, 12 situations, 12 expériences. Et ensuite, ça va former votre livret et on va l'envoyer au jury. Voilà. Et donc, ça, c'est la VAE. Et ensuite, il y a une petite étape qui est avant la VAE et que vous avez peut-être entendu parler, c'est le livret 1. Alors ça, les gens se disent, oh, c'est quoi la différence entre le livret 1 et le livret 2? Donc déjà, le livret d'expérience, celui que je vous ai présenté, on appelle ça aussi dans le jargon un livret 2. Voilà. Vous pouvez utiliser deux mots, ça marche pareil. Donc, comme il y a un livret 2, vous vous doutez bien, il y a un livret 1. Alors, le livret 1, c'est ce qu'on appelle aussi le livret de recevabilité. En fait, la VAE, comme je vous ai dit, c'est comme l'école. Donc, en fait, quand vous voulez rentrer à l'école, en général, c'est pas juste vous vous pointez à l'école le jour de la rentrée, vous vous asseyez à une table et vous attendez qu'on vous fasse des cours. Non. En général, et en particulier pour le diplôme d'auxiliaire de puériculture, vous allez devoir envoyer un dossier qui vous présente pour voir si vous êtes admis à démarrer la formation. Au tout début de votre VAE, quand vous allez démarrer, c'est un peu comme si on demandait l'autorisation de démarrer une VAE, si vous voulez, de vous inscrire en VAE. On va remplir un livret 1 qui ressemble un peu à un CV amélioré, si vous voulez. Ou vous le faites en général avec votre accompagnatrice. Alors, si vous n'êtes pas accompagné, vous pouvez le faire toute seule. Vous le faites avec votre accompagnatrice. On l'envoie pour le diplôme d'AP, c'est au ministère de la Santé, qui, eux, vont décider, oui ou non,
si Victor, il peut démarrer sa VAE d'AP ou pas. Et c'est tout. Donc, si on récapitule, qu'est-ce qui se passe? Première étape, le livret 1, la demande de recevabilité. C'est juste, on demande, est-ce qu'on peut s'inscrire à une VAE? Ensuite, on a le livret 2, où là, vraiment, on va détailler les expériences. Ça, c'est le gros. Le gros du travail, c'est le livret 2, c'est ici. Et ensuite, on passe devant le jury, qui évalue le dossier. L'accompagnement n'est pas obligatoire pour la VAE. Vous pouvez très bien faire une VAE toute seule. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail du diplôme d'auxiliaire de puériculture. Le diplôme d'auxiliaire de puériculture, comme je vous l'ai raconté, c'est 12 compétences. Ces 12 compétences, elles sont réunies en 5, ce qu'on appelle blocs de compétences. Alors ça, les blocs de compétences, c'est une notion qui existe dans tous les diplômes. Hein. Donc vous allez potentiellement le retrouver par exemple, dans le CAP, ça s'appelle le P1, le P2, le P3. Vous avez 3 blocs de compétences. En EJE, vous en avez plus, etc. Dans le diplôme d'auxiliaire de puériculture, on a 5 blocs. Les 5 blocs, je vous les ai mis ici avec des noms simples, parce que si vous allez, bien sûr, comme d'habitude, sur des sites du gouvernement, vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est des phrases à rallonge, etc. Donc, vous inquiétez pas. Là, je vous ai mis les mots simples. Le premier bloc, qui va contenir 3 compétences, c'est celui-ci. Les soins du quotidien. Enfin, le soin du quotidien. Donc, qu'est-ce que c'est ce bloc? Si vous voulez, c'est le bloc où, en tant qu'auxiliaire de puériculture, vous devez savoir faire des soins du quotidien. Qu'est-ce que c'est un soin du quotidien? Un change, un repas, un soin d'hygiène, lavage de mains, une sieste. Ça peut être quoi d'autre? En fait, si vous voulez, c'est toutes les choses que vous faites tous les jours. Voilà. Donc ça, on va avoir ça. Et donc, par exemple, les activités d'éveil, ça rentre là-dedans aussi, par exemple. Donc, le deuxième, c'est ce qu'on appelle les soins aigus. Donc, c'est différent des soins du soin du quotidien. Les soins aigus, c'est quoi la différence entre les deux? Comme son nom l'indique, quotidien, c'est vous le faites tous les jours, donc pensez vraiment à des choses que vous faites tous les jours. Et soins aigus, c'est des choses qu'on ne fait pas tous les jours. C'est des soins qu'on appelle exceptionnels. Donc là, par exemple, ça va être des soins c'est vraiment des soins comme on imagine à l'hôpital, par exemple. Alors là, tout de suite, les gens me disent, ah non, mais moi, je suis aussi en crèche, je fais pas des soins comme à l'hôpital, j'ai jamais travaillé, ou bien je suis assistant maternelle, j'ai jamais fait des soins comme à l'hôpital. L'auxiliaire de puériculture n'est pas censé faire des soins aigus. Elle est censée faire des soins aigus en collaboration. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, si vous lisez le livret d'expérience, si vous lisez les référentiels de compétences, en fait, il n'y a jamais marqué que vous devez faire des soins toute seule. C'est des soins, la compétence s'appelle soins en collaboration. Pourquoi collaboration? Parce que, comme son nom l'indique, l'auxiliaire de puériculture, c'est l'auxiliaire de l'infirmière de puériculture ou de l'infirmier. Donc normalement, vous êtes un support de l'infirmière pour réaliser des soins avec elle. Donc c'est elle qui va vous guider. Donc c'est pour ça que vous n'allez jamais devoir, on va pas vous demander, ah ouais, c'est bon, j'ai changé une attelle, j'ai fait des trucs de fou. Non, vous n'avez pas besoin. Typiquement, et je l'ai vu là dans les commentaires, un soin aigu, entre guillemets, classique en collaboration, c'est la prise de médicaments avec ordonnance. Prise de médicaments avec ordonnance, c'est un soin en collaboration. Le médecin a rédigé une ordonnance, il a fait ce qu'on appelle un diagnostic, et ensuite vous êtes chargé de l'exécution de ce soin, donc de la prise de médicaments. Normalement, l'ordonnance détaille un protocole d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, ce médicament, il faut le prendre 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Et du coup, vous allez pouvoir faire ça. Et donc, votre mission en tant qu'AP, c'est de savoir suivre les protocoles des soins. Vous n'avez pas le droit de donner des médicaments au sens où vous n'avez pas le droit de faire de diagnostic. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de voir un enfant qui n'est pas bien et dire, lui, il a besoin d'un Doliprane, et lui donner le Doliprane. Ça, vous n'avez pas le droit. Par contre, vous avez tout à fait le droit d'avoir une ordonnance de médecin qui dit, si l'enfant a de la fièvre, donnez du paracétamol. Voilà. Et là, vous donnez le paracétamol. Vous voyez la différence entre les deux. Il y en a un où c'est vous qui avez fait le diagnostic, et il y a l'autre où vous avez juste appliqué le protocole qui était conseillé par le médecin, ou par le cadre de santé dans les EHPAD, la RSAI en micro, etc. Et donc ça, il faut vraiment faire la différence. Donc dans votre cas très précis, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce que vous dites, c'est important parce que vous avez compris. En fait, le fait que vous ayez posé cette question, vous avez compris le problème. Et donc ça va être un point qui est important dans la VE, c'est le premier point que je vais vous dire, c'est qu'il faut montrer à quoi vous pensez dans vos récits. En fait, quand je vous dis, OK, imaginons que vous dites, OK, Victor, moi, pour le soin aigu, là, j'ai choisi, je vais faire une prise de médicaments avec ordonnance. OK, c'est super. Donc maintenant, qu'est-ce que je dis? Écoute, j'ai vu l'enfant, il a un PAI, donc projet d'accueil individualisé, et on a une ordonnance du médecin parce qu'il se sent pas, il a une otite, par exemple, voilà, et le médecin a dit, s'il a plus de 38 de fièvre, donnez un paracétamol, voilà, j'ai tout dans le PAI. L'enfant, je sens qu'il n'est pas bien, je prends sa température, il a 38,5, ok, je lui donne le médicament. Fin de l'histoire. Là, il faut détailler.
C'est là que va commencer l'amusement. On va en parler à la fin de la tête, donc je ne rentre pas dans les détails, mais et c'est là où typiquement Laurence, il faut expliquer ce que vous dites. C'est-à-dire, bah voilà, moi dans ma structure, vous allez pouvoir le raconter. Moi dans ma structure, on n'a pas une professionnelle de santé qui se déplace sur le terrain pour donner les médicaments. Donc elle nous donne cette responsabilité-là. Alors moi, en tant que AP, alors ça, très important, dans vos écrits, vous écrivez en tant qu'AP. Vous êtes déjà AP. Il faut avoir la posture AP. Vous écrivez en tant qu'AP. Donc moi, en tant que AP, je ne peux pas faire de diagnostic. Néanmoins, j'ai l'ordonnance qui est derrière moi. Il y a marqué que si à partir du moment où il a 38,2, je peux le faire. Je fais la prise de constante température. Il a bien un 38,2. Je donne le médicament. Et là, vous détaillez le protocole. Le protocole, c'est la manière de donner le médicament. L'objectif de l'auxiliaire de puériculture, c'est d'être la personne, entre guillemets, la plus forte du terrain. C'est-à-dire que vous allez être sur le terrain. Le JE, elles sont plus trop sur le terrain. Une JE classique, c'est une travailleuse sociale, c'est quelqu'un qui est plutôt en gestion. Une infirmière, c'est pareil. Donc, en fait, la moitié du temps, l'AP, c'est la personne la plus diplômée du terrain. Donc, en fait, votre rôle, c'est quoi? C'est d'observer. Pas seulement avec les yeux, je touche les yeux, ça peut être écouter, observer, toucher, sentir, essayer pour détecter des choses qui ne vont pas. Et après, votre mission, c'est donc, un, de les détecter et deux, de les faire monter. C'est-à-dire de transmettre l'information. C'est pour ça que ça me permet de venir au troisième point, qui est la communication, qui est le troisième bloc de compétences. En tant qu'officier de puériculture, si vous, dans un hôpital ou dans une maternité, vous êtes au contact des patients. Vous êtes les personnes qui sont limite les plus au contact des patients. Donc, c'est vous qui allez pouvoir pouvoir lever une alarme auprès de l'infirmière et puis après, auprès du médecin coordinateur ou du médecin traitant dans le cadre, par exemple, d'une crèche. Voilà. Ce n'est pas l'infirmière qui est dans son bureau qui va dire là, l'enfant, il ne se sent pas bien du tout, il commence à pleurer, je sens qu'il n'est pas à l'aise, il a changé de couleur un peu. Non, ce n'est pas elle qui va le faire. C'est à vous de le voir, de comprendre ce qui se passe, de ne surtout pas poser de diagnostic. Ça, c'est très important. Dans les écrits, l'erreur la plus basique que les gens font, c'est qu'ils commencent à dire il a de la fièvre, donc en fait, ça, c'est parce qu'il a mal à la tête, et donc je lui donne je lui donne un médicament. L'autre truc classique, c'est le change avec érythème fessier. Trop de gens disent ah bah voilà, mais c'est parce que c'est normal, dans votre quotidien, vous le faites sans faire exprès, mais trop de gens disent ah bah voilà, j'ai enlevé la couche et j'ai vu qu'il y avait des rougeurs, c'est un érythème fessier. Classique, ça vous dites ah bah non, c'est normal, c'est juste. Non, là vous venez de faire un diagnostic. Vous avez dit que c'est un érythème. Voilà. Donc par exemple, dans ces cas-là, ça je détaille pas cet exemple parce qu'on va le voir à la fin. C'est la situation que j'ai choisie. Bref, du coup, ça me permet de transiter sur le troisième sujet. Enfin, pardon, avant ça, on en a parlé un petit peu, et c'est le deuxième sujet que je voulais par rapport à la question de Laurence, c'est la responsabilité de l'auxiliaire de puériculture. L'auxiliaire de puériculture, elle a un rôle très précis dans la chaîne de soins. Et donc, surtout, l'erreur que je vois beaucoup de candidats très, très bons, donc faites attention si c'est votre cas, de se dire, montrer que je maîtrise tout, que je suis trop fort, que je suis... Voilà. Le truc, c'est quand vous commencez à faire ça, vous commencez à prendre des responsabilités qui ne sont pas autorisées pour les auxiliaires de puériculture. Et donc là, le jury, il ne valide pas direct. Donc, le diagnostic, c'est la chose basique. Donc, faites attention à ça. Et j'ai vu une petite question passer. On peut dire ou écrire que l'on est AP dans notre récit dans le livret. On peut dire ou écrire que l'on. On peut dire ou écrire qu'on est AP dans notre récit dans le livret 2. Non, vous n'allez pas dire que vous êtes AP. Ce que je voulais dire, c'est que vous agissez en tant qu'AP. Puisqu'encore une fois, souvenez-vous de la philosophie de la VAE. La VAE, c'est que vous avez toutes les expériences d'une AP, vous avez toutes les compétences même d'une AP, c'est juste que vous n'avez pas le diplôme. Donc, ce que vous venez faire, c'est juste que vous venez demander votre votre dû. Donc, en fait, vous avez ce qu'il faut. Donc, vous avez la bonne posture, vous avez tout. Mais non, vous n'avez pas le statut, effectivement. Donc, on avance, parce que sinon, on ne va jamais avancer. Communication, troisième bloc. Ça, il contient 2 compétences. La communication, c'est très important, parce que, comme je l'ai dit juste avant, l'AP, elle ne travaille jamais seule, elle est souvent en équipe. Elle est dans l'équipe de soins. Et donc, il y a deux typologies de personnes avec qui vous allez discuter. Et ça correspond d'ailleurs aux 2 compétences. La première partie, c'est les familles. L'auxiliaire de puériculture, c'est la personne qui est au contact des familles. Voilà. Que ce soit à l'hôpital, en maternité, en crèche, quoi que ce soit, vous êtes au contact des familles. Donc, il faut bien savoir gérer, avoir de l'empathie, etc. Et la deuxième typologie de personnes avec qui vous allez être en contact, c'est vos collègues. Donc, vous êtes en structure, c'est les stagiaires, les alternants, les nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise, etc.
Le 4e bloc de compétences, c'est le travail en équipe. Ça, je vous en ai. Enfin, non, pardon, c'est le 4e, c'est hygiène, et le 5e, c'est travail en équipe. Hygiène. Donc, ça, hygiène, ça va être important. On a 2 compétences là-dessus, hein, c'est la 8 et la 9. Ça, donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vous former au maximum sur l'hygiène au milieu hospitalier. C'est bête et méchant, l'hygiène, c'est des choses qu'il faut savoir. Vous pouvez avoir autant d'expérience que vous voulez. Alors, quand vous êtes en structure petite enfance, c'est plus facile. Assistante maternelle, attention. N'hésitez pas à vous former. Enfin, nous, je sais que chez Gazouille, on a des blocs de formation dessus spécialement parce qu'on sait que l'hygiène, c'est bête et méchant. Ça s'apprend par cœur. Voilà. Alors après, c'est bien d'avoir l'expérience aussi, ça va développer, mais il y a des choses, il faut les apprendre par cœur. Voilà. Et ensuite, le travail en équipe, bon, bah, ça, c'est, comme son indique, c'est pareil, 2 compétences. Là, la 10 et la 11. Il faut savoir travailler en équipe parce qu'en tant qu'AP, vous n'êtes jamais seul. Voilà. Vu que votre rôle, vous l'avez compris, c'est principalement de observer, comprendre ce qui se passe, interpréter et ensuite transmettre aux bonnes personnes, il faut que vous soyez au top là-dessus. Est-ce qu'on a des questions là-dessus ou est-ce que vous voulez qu'on avance? Hop. Hygiène, c'est le DA4, Laurence. Oui, tout à fait. DA4. Compétence 8 et compétence 9. Pas d'autres questions? Eh bien, super. Tac. Donc, maintenant, la rédaction du dossier du livret 2. Donc, là, moi, je vais avoir des petits conseils pour vous. Donc, vous l'avez compris, globalement, je vous l'ai dit juste avant, le livret 2, c'est la chose qui dure le plus longtemps. Pour une nouvelle d'auxiliaire de puériculture, vous pourrez mettre entre 2 mois et demi et 6 mois, en gros, pour rédiger le livret. Vous ne mettez pas de pression, mais c'est important d'avoir un cadre. C'est ce que je dis souvent dans le rôle de l'accompagnateur. L'accompagnateur, ce n'est pas juste quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions, ce qui est déjà pas mal, vous aider dans le choix des situations, etc. C'est aussi quelqu'un qui est là pour donner du rythme. Parce que le pire truc dans la VAE, c'est pas comme à l'école. À l'école, on ne se pose pas trop de questions. Tous les matins, on se réveille, on va à l'école, même s'il fait bleu, enfin, il pleut, il y a du vent, il y a des tempêtes, on va à l'école. On n'a pas le choix. Ce qui est dur avec la VAE, c'est qu'on rentre chez soi de la journée de taf, on a bien bossé, on est bien fatigué, on a les enfants, on a tout le monde, et il faut réussir à trouver 1 heure pour travailler sur son livret. Et même si c'est potentiellement très satisfaisant de travailler sur son livret, d'avancer, de progresser, oui, on va se le dire en face, c'est chiant, c'est compliqué, il faut faire les efforts. Donc ça, c'est aussi le rôle de l'accompagnement et ne le sous-estimez pas. C'est vraiment mon conseil. Et donc, en fait, quand vous allez rédiger votre livret 2, ça va ressembler à quoi? C'est simple, vous allez partir d'un livret 2 vierge. Et pour chacune des situations, la première étape, c'est que vous allez choisir une expérience. Voilà. Donc, comment vous allez faire ça? Alors, la première étape, c'est de bien lire le référentiel de compétences. Alors, si vous êtes avec une accompagnatrice, ça, je vous conseille, elle va vous aider à mettre des mots plus simples sur les mots. Parce que le problème des référentiels de compétences, c'est que c'est un peu compliqué parfois. C'est un peu du jargon, etc. Donc, la première étape, c'est vous allez devoir rédiger. Ah, pardon, il y a une question, je l'ai ratée, désolé, je reviens dessus. Il y a un temps limité pour rendre les livrets. Alors, ça dépend. Si vous avez un accompagnement, l'accompagnement, il a une date de début, une date de fin. Pour rendre les livrets, sinon, vous n'avez pas particulièrement de date, Donc, par exemple, nous, dans certains cas, on a des candidates qui prennent un accompagnement et à la fin de l'accompagnement, elles n'ont pas rendu le livret. Elles le rendront plus tard. Moi, si vous voulez mon avis et mon conseil, si vous avez suffisamment de financement pour prendre un parcours complet, parce que potentiellement, si vous n'avez pas suffisamment de financement, vous pouvez. Moi, j'ai plein de candidates, par exemple, qui ne prennent pas un parcours complet pour une auxiliaire de puériculture, c'est 20 heures d'accompagnement, globalement. Bonsoir. Bonsoir. Hop, je ferme votre micro, femme créole, bien debout. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas, vous pouvez le relever. Alors, mince, j'ai oublié, j'ai perdu le fil où j'y étais. Bon, ça viendra peut-être après. Donc, sur les situations, décrivez les situations précises de votre expérience. Ça, c'est important, c'est-à-dire que quand vous allez choisir une expérience, il faut réussir à mettre le bon nombre de détails. Il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas en mettre pas assez. Là, je vais répondre tout de suite à la question qui va me venir tout de suite, c'est quelle taille doit faire un livret? Il n'y a pas de taille dans la loi. C'est comme les stages. Il n'y a pas marqué qu'il faut faire des stages. Il n'y a pas marqué qu'il faut un livret de 50 pages ou de 60 pages. Et donc moi, mon conseil, c'est quoi? Il faut ni un livret de 20 pages, parce qu'il faut rédiger, il faut avoir le temps de s'expliquer, mais il ne faut pas un livret de 100 pages non plus. 100 pages, n'oubliez pas, le jury, c'est des humains. Ils vont lire le livret. Et que votre livret, il en fasse 60 ou il en fasse 100, ils sont payés le même prix. Donc, je vous le donne dans le mille, même si, voilà, c'est pas forcément politiquement correct. Un livret de 100 pages, il va arriver, il va dire... Il va ouvrir, il va pas vraiment bien comprendre. Et à l'oral, il va vous poser plein de questions et vous allez dire, je comprends pas, je l'ai écrit dans mon livret, ça. Ah, non, vous l'avez pas écrit, voilà, des trucs comme ça. Moi, mon conseil, ne pas trop en faire.
Donc, ça veut dire que quand vous décrivez vos situations, ça ne sert à rien de se mettre la pression et dire « Waouh, il faut que j'en mette des tonnes, etc. » Non, il faut en mettre juste le bon niveau. La question, c'est quoi le bon niveau? En général, c'est pour ça que vous êtes accompagné. C'est que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un qui va vous dire « Ça, on n'a pas besoin de le mettre, ça, on a besoin de le mettre. » Par exemple, quand vous allez décrire une situation avec un enfant, vous allez dire « Bah voilà, Roméo est arrivé ce matin dans la crèche. Il est habillé de chaussures rouges, d'un pull bleu et d'un manteau vert. » Bon, ça, par exemple, la partie manteau, toute la partie description, on n'en a pas besoin. Par contre, le fait qu'il arrive à la crèche le matin, ça, c'est intéressant, c'est important dans le cadre pour comprendre la situation. Employer le jeu, ça, c'est important. Vous parlez de vous. C'est une situation que vous vivez, vous. Pardon, j'ai raté des questions aussi. Ah oui, parcours 20 complet, merci Vanessa. Est-ce qu'il faut mettre des annexes pour montrer qu'on a bien fait ses expériences avec son stage en crèche? Anne-Marie, oui. Alors, encore une fois, je vais avoir la même question, la même réponse que la dernière fois. Rien n'est obligatoire. Ça, vous pouvez très bien venir à l'oral et dire j'ai fait un stage sans le justifier. Mais c'est comme tout. C'est-à-dire que le jury, si vous ne l'avez pas justifié, il peut vous croire ou il peut ne pas vous croire. Si vous arrivez que vous montrez que vous avez une convention de stage signée, vous y étiez. Voilà. Là, il vous croit et du coup, ça augmente le dossier. C'est pareil. Donc oui, un parcours d'accompagnement, pardon, c'est 20 heures d'accompagnement globalement. Ça peut être plus, il y en a qui prennent 30 heures. Par exemple, si vous avez, en fait, moi je dis si vous avez le financement, qui peut le plus, peut le moins, donc prenez 30 heures. Et il y en a qui veulent inversement des parcours spécifiques. Par exemple, il y en a qui sont très à l'aise à l'écrit, qui disent moi j'ai envie de rédiger mon livret tranquille, je suis très organisé, donc j'ai besoin de personne. Par contre, pour la préparation à l'oral, je vais avoir besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour m'aider dans ma présentation, pour gérer mon stress, pour préparer des questions, faire des oraux blancs, etc. Donc par exemple, chez Gazoui, chez Bleu Éducation, on fait des parcours de 5 heures. 5 heures pour une préparation à l'oral, c'est bien. Voilà. Si vous pouvez 10 heures, c'est mieux, parce que comme ça, vous allez pouvoir faire plusieurs oraux blancs. Donc, oraux blancs, comment ça se passe? En fait, vous allez être mis avec une accompagnatrice qui n'est pas votre accompagnatrice et qui va lire votre livret en amont et qui va vous faire passer comme si vous étiez en jury. Où trouver l'accompagnement? Alors, pardon, ça, il faut que je vous l'envoie. J'avais le lien, désolé. Je vais vous trouver le lien où vous pouvez prendre rendez-vous pour en savoir un petit peu plus. Parce que voilà, ça peut être Gazoui, ça peut être un autre, encore une fois. Moi, bien sûr, j'ai fondé Gazoui, donc je pense qu'on est très bon. Et d'ailleurs, on est très bon. Mais voilà, n'hésitez pas aussi, ça c'est important de trouver un accompagnateur qui respecte vos pratiques, qui vous écoute, qui est professionnel. C'est important. Voilà. Et c'est pas que ça, c'est effectivement aussi le lien humain. Parce que potentiellement, voilà, vous allez quand même passer 6 mois avec une personne. Voilà, vous ne dormez pas avec elle, hein, mais bon, il faut quand même avoir quelqu'un avec qui on s'entend. C'est pour ça que nous, on prend en accompagnatrice, on prend que des personnes qui ont travaillé sur le terrain, qui ont le diplôme visé. Donc, c'est des gens qui savent ce que vous vivez, qui ne vont pas vous juger sur des choses un peu aléatoires. Voilà, je vous ai mis le lien dans les commentaires. Vous pouvez cliquer, ça ne vous sortira pas de la vidéo. Et moi, je continue. 3 situations bien taillées suivies pour démontrer l'ensemble des compétences requises. Alors ça, pardon, ça c'est... En fait, je dis ça en général, c'est parce que pour chacune des compétences, souvenez-vous, je vous ai dit, vous allez devoir trouver une situation. Mon conseil, c'est de ne pas se dire, bon alors, la première compétence, c'est soin du quotidien. Allez, c'est bon, je prends un change, c'est bon, je prends le change. Parce que ça va aller trop vite, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pour chacune des compétences, d'essayer de sélectionner 3 situations. De vous dire, tiens, là, j'ai un change avec rougeur, j'ai un repas et j'ai un lavage de mains pour la compétence 1. Voilà. Et après, de vous dire, OK, là, j'en ai 3, qu'est-ce que je préfère maintenant? Qu'est-ce qui répond le plus à la situation le mieux? Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est important. Et ça, le choix de la situation, c'est très important. Donc, la majorité du temps, vous le faites avec votre accompagnatrice, mais moi, je vais vous donner mes conseils déjà. Vous l'avez compris, la compétence 1, par exemple, c'est les soins du quotidien. Des soins du quotidien, par définition, vous en faites tous les jours. Par définition. Donc, ça veut dire que votre question principale, ça va être, OK, mais moi, des changes, j'en fais tout le temps. Donc, quel change je vais choisir? Puisque l'idée, là, c'est pas de décrire comment je fais les changes en général. C'est comment vous avez fait le change mardi dernier ou mercredi dernier. Et donc, il va falloir choisir une situation très précise. Et donc, pour ça, c'est quoi les critères? Le premier critère, c'est d'être une situation qui n'est pas trop loin dans le temps. Parce qu'il faut s'en rappeler. Vu que vous allez devoir le détailler, il ne faut pas aller trop loin. Deuxièmement, et ça revient à la logique de dire que le jury, c'est un humain, vous êtes là pour l'impressionner. Prenez des situations qui peuvent être un peu techniques. Donc, je donne un exemple avec le change. Vous pourriez très bien prendre un change normal. Un change où tout se passe bien. Mais un change avec rougeur, c'est un peu plus technique. Ça apporte quelque chose à votre histoire. Ça vous permet de détailler de nouvelles choses. Et encore une fois, vu que le jury se base que sur vos écrits et votre oral pour vous juger, plus vous pouvez montrer votre technicité, à quel point vous êtes forte, mieux c'est pour vous. Voilà. Donc, essayez de choisir. Vous pouvez toujours partir avec une idée simple. Voilà, je veux faire un lavage de main ou je veux faire un change et essayer de voir si vous ne pouvez pas amener de la complexité. Sur le change, on en a plein. Hein. Moi, j'ai certaines candidates, par exemple, qui m'ont fait le change debout.
C'est original. C'est une autre manière de présenter le change. Parce que, vous inquiétez pas, les jurys, elles envoient tous les jours des changes. Parce que pour la compétence 1, on fait que ça. Et ensuite, montrer l'impact sur les enfants, les familles, les équipes. Ça, c'est très important. Et je vais venir juste après, donc je ne vais pas trop détailler là. Mais c'est important que vous racontiez dans vos histoires aussi comment les gens réagissent. C'est pas juste je fais ça, 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 je fais ça. C'est vous montrer aussi, je fais ça, voilà comment l'enfant réagit. Je vous donne l'exemple. Le truc classique, c'est pendant le change, par exemple, vous pourriez très bien dire, bah voilà, je mets l'enfant sur la table de change, je mets la main sur lui pour pas qu'il ne tombe, je vais chercher le liniment, je le pose sur la table, je lui enlève la couche, je passe, j'observe que rien n'est mal, j'observe les selles, ok, tout est bon. Non, montrez que vous prenez en compte l'enfant. Donc, par exemple, vous posez l'enfant, vous le regardez dans les yeux, vous vérifiez qu'il vous envoie voilà, qui se sent bien, qu'il n'est pas mal à l'aise dans son installation. Ok, super, je peux descendre. L'enfant rigole, il essaye de me parler pendant que je fais le change. Je lui décris ce que je fais avec des mots. Il sourit, il rigole. Des choses comme ça, c'est simple, c'est des toutes petites choses. Mais qu'est-ce que ça vient démontrer? Ça vient démontrer que vous vous adaptez à la situation et que vous observez ce qui se passe. Voilà. Tac, donc là, je vous ai choisi pour les différents blocs des situations. Alors là, je n'ai que choisi que 7. Mais si vous voulez, et là on peut prendre des notes, je vais vous faire rapidement sur toutes les compétences. On a donc 12 compétences dans le diplôme d'AP. Compétence 1, soin du quotidien, change avec rougeur. C'est mon préféré, je vous le conseille. La compétence 2, c'est une activité d'éveil. Activité peinture, activité motricité, yoga pour enfants, comme vous voulez. Activité 3, c'est la prévention. Ça, c'est un peu compliqué, c'est la compétence de la prévention, c'est-à-dire, c'est considéré comme des soins du quotidien, c'est au quotidien, qu'est-ce que vous faites pour éviter qu'il y ait des accidents? C'est au quotidien. Donc là, par exemple, la situation classique, c'est le repas. Moi, j'adore le repas. Pourquoi? Parce que le repas, il y a plein de risques. Il peut se passer plein de choses de mal. L'enfant, il peut s'étouffer, il peut se faire mal avec les couverts, il peut se taper avec les petits copains, il peut tomber de la chaise. Donc en fait, vous avez plein de manières dans cette situation de décrire. Parce qu'en fait, dans cette situation, ce qu'il faut décrire, c'est les risques et montrer comment vous les avez contrés. Donc par exemple, vous racontez votre histoire, là je vais raconter un repas, etc. C'est de dire, ah bah voilà, un des risques que j'ai identifié, c'est que les enfants peuvent se faire mal avec les couverts, donc j'ai acheté des couverts avec des bouts arrondis. Ils peuvent se brûler. Et bah avant de goûter le plat, enfin avant de leur donner le plat, je le goûte en sortant du micro-ondes pour vérifier qu'il est à bonne température et je le dépose sur la table, etc. Ça, c'était la compétence 2. Compétence 3, c'est les prises de paramètres vitaux, constantes. Donc ça, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous prenez une situation où un enfant ne se sent pas bien. C'est une dégradation, ce qu'on appelle dégradation de l'état clinique de l'enfant au fur et à mesure de la journée, où vous décrivez bien, voilà, j'ai pris la température, etc. Et ensuite, j'ai transmis à l'infirmière ou j'ai appelé les parents ou le SAMU, hein, si ça peut être plus grave. Voilà. Ça, typiquement, pour cette activité 3, si, alors c'est horrible à dire, vous allez voir, avec la VAE, on devient un peu morbide, hein, mais c'est si vous avez eu un enfant qui a une très grosse fièvre, très grosse maladie, où vous avez dû appeler le SAMU, ça, c'est génial. Pour la situation, c'est top. Ça montre votre technicité, ça montre que vous savez interagir avec d'autres professionnels de santé, surtout qu'on appelle le SAMU, en général, c'est un médecin, donc hop, c'est super. Ça, c'est la 3. La 4, c'est soins en collaboration. Moi, je vous dis prise de médicaments avec ordonnance. Vous ne prenez pas la tête. Petite variante, mais c'est pareil, c'est la prise de médicaments avec ordonnance. Ventoline. Prise d'asthme. Compétence 5. Compétence 5, c'est l'installation et le mouvement de l'enfant. C'est qu'en fait, vous savez déplacer et installer un enfant, autant pour lui, son bien-être à lui, et votre bien-être à vous. Donc là, pensée, troubles musculo-squelettiques, etc. Donc ça, c'est une situation où vous devez beaucoup parler de vous, de dire comment vous vous placez, chevalier servant pour le soulever. Moi, ce que je vous conseille, c'est installation d'un enfant sur un tapis de change. Vous prenez un enfant, vous avez un tapis de change potentiellement qui est un peu surélevé sur une table, vous prenez un enfant qui est au sol, vous le soulevez, vous nous décrivez comment vous le soulevez pour ne pas vous faire mal au dos, pour que lui se sente bien, vous le prévenez que vous allez le soulever, vous l'installez, comment vous l'installez, à quoi vous faites attention, etc. Ça, c'est l'activité 5. Activité 6, c'est communication avec les familles. Ça, vous pouvez prendre une transmission. Transmission soit d'accueil, soit de fin de journée. Ça, pareil, situation, des transmissions, ils en entendent parler tous les jours. Si vous pouvez amener un peu de complexité, faites-vous plaisir. Ça peut être quoi une complexité dans une transmission? J'ai eu, moi, une que j'ai beaucoup aimée, c'était un enfant mordeur. Famille qui vient et il faut interagir, enfin, il faut communiquer avec le parent pour présenter que l'enfant est un enfant mordeur. Sans jugement, en discuter avec la famille, les rassurer, etc. Ou bien un enfant qui se fait mordre. Très bonne, ça. Empathie, etc. Compétence 7, ça c'est formation d'un collègue.
accueil ou formation d'un nouveau collègue, stagiaire, alternant ou nouveau collègue dans la structure. Voilà, vous choisissez un moment où vous avez accueilli un nouveau collègue. Pour les assistantes maternelles, je vous dis tout de suite, soit vous avez eu des stagiaires CAP, vous prenez ça, soit vous n'avez pas eu, et dans ce cas-là, il faut que vous preniez une situation avec le relais petite enfance. Vous essayez de montrer que vous avez accueilli des nouveaux collègues dans votre ville, etc. Et là, je le vois tout de suite, parce qu'elles me le disent tout le temps, mais moi, je ne fais pas ça, etc. Et vous avez 6 mois pour le faire. Vous avez 6 mois pour interagir avec votre accompagnatrice, lui expliquer, votre accompagnatrice de RPE, lui expliquer la situation, lui dire voilà, j'ai besoin de développer mes compétences en tant que formatrice, accueillante. Est-ce que je peux accueillir des nouvelles assistantes maternelles? Qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Ça, c'est la compétence 7. Compétence 8, hygiène, nettoyage. Là, vous allez nettoyer votre salle de jeu. Je l'ai mise ici. Nettoyage de la salle d'activité. Ça, vous décrivez, ça c'est bête et méchant, c'est les protocoles, c'est ce que vous avez utilisé comme matériel, etc. Le compétence 9, c'est vérification du matériel. Ça fait partie du bloc hygiène. Vous vous souvenez le bloc 4 parce qu'en fait, en général, c'est quand vous nettoyez, vous vérifiez aussi le matériel. Donc ça, vérification de matériel, ça veut dire qu'en fait, ce qui cherche à savoir le jury, c'est est-ce que vous arrivez à détecter quand votre matériel ne fonctionne pas. Si vous lisez le référentiel de compétences, ça va être très compliqué, mais l'idée, c'est ça. C'est est-ce que si je vous mets dans une structure et que vous êtes en train de nettoyer la salle de change, la salle d'activité ou quoi que ce soit, vous arrivez à vous rendre compte que quelque chose ne va pas. Par exemple, que la table de change est cassée, qu'il manque des choses dans la trousse d'urgence, etc. Moi, j'ai eu là-dessus, j'ai eu la poussette qui était cassée, j'ai eu le thermomètre qui avait plus de piles. Voilà. Compétence 10. Ah, Laurence, allez-y. Oui, c'est par rapport, donc au repérage des traitements des anomalies. On nous demande de développer une situation où il y a un dysfonctionnement. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par dysfonctionnement? Alors, très bonne question. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de faire, c'est une vérification de matériel. Donc, effectivement, dans la situation, ils vont vous demander de détailler 2 choses. Une vérification qui tourne bien, où tout va bien, et une vérification qui tourne mal. Parce qu'évidemment, si vous choisissez une situation où tout tourne bien et vous arrivez à dire, bah oui, ouais, visiblement, il marche bien le truc, hein. Bon, bah oui, ça suffit pas, vous n'avez pas assez détaillé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un dysfonctionnement? C'est, par exemple, c'est ce que je vous ai dit, c'est le thermomètre ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, vous allez décrire comment vous allez vérifier le thermomètre. Et vous allez vous rendre compte que c'est la pile qui est cassée. Ou bien, l'autre dysfonctionnement, c'est, moi que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est complet et ça permet de montrer vraiment vos compétences et vos qualités, c'est la vérification de la trousse d'urgence. En fait, vous faites une vérification de trousse d'urgence, vous vérifiez qu'il y a bien tout dedans. Vérifier qu'il y a bien tout dedans, c'est compliqué. Parce que déjà, il faut savoir ce qu'il y a dedans, enfin ce qu'il doit y avoir dedans. Il faut vérifier que tout est bien complet. Je donne l'exemple, moi j'avais une situation où la candidate, elle avait pris le fait qu'il manquait du liquide pour les yeux, j'ai plus le nom. Sérum Phi, pardon. Il n'y avait plus de sérum Phi. Intéressant, dysfonctionnement. Ah, il n'y a plus de sérum Phi, ok, qu'est-ce que je fais? Du coup, je vais prévenir ma directrice de structure, ou bien si je suis assistant maternelle, je vais dans ma réserve, je vais récupérer et je me note dans mes courses que je dois acheter ça. Un manque de personnel, ça peut être un dysfonctionnement? Non, ça va être dans la 11. D'accord. Là, c'est vraiment dysfonctionnement de matériel. Il faut vraiment que vous vous dites, encore une fois, chaque compétence, et ça, c'est vraiment le message que j'aimerais que vous vous souvenez, c'est ça a l'air d'être compliqué comme ça, parce que les mots, ils sont toujours compliqués. Et je suis comme vous, hein. Moi, la première fois que j'ai lu ce référentiel, je me disais, wow, ça va être super dur, mais à la fin, tout ce que vous le faites déjà. Enfin, toutes les compétences qui sont venues, vous le faites déjà. Il y a effectivement besoin d'avoir une meilleure posture, parce que quand vous allez passer d'une auxiliaire de petite enfance à une auxiliaire de périculture, vous avez une autre mission dans la crèche, vous avez de nouvelles responsabilités, etc. Mais à la fin, c'est des choses que vous faites au quotidien. Donc, vraiment, rassurez-vous là-dessus, il n'y a jamais des choses qui sont complètement infaisables ou qui sont un peu sorties du chapeau. Et donc, en particulier sur cette histoire de vérification de matériel, c'est vraiment juste qu'ils ont envie de savoir, vous, l'auxiliaire de PR, elle est sur le terrain. Et souvent, dans certains cas, c'est la plus diplômée du terrain. Parce qu'en général, vous allez soit avoir des CAP, soit des personnes qui ne sont pas diplômées avec vous. Donc, ça veut dire que si vous n'arrivez pas à détecter ce qui ne va pas, personne ne va détecter ce qui ne va pas. Voilà. Et ça va pour tout. Ça va pour l'enfant qui ne se sent pas bien, ça va pour l'enfant qui a besoin d'être changé, ça va pour le matériel qui est cassé, ça va pour tout le reste. Voilà. La formation du professionnel, la formation du nouveau collègue, etc. Une autre petite question, et après j'arrête de vous embêter. Le livret 2 se divise en deux avec une colonne A et une colonne B. Ouais. Dans la colonne B, donc on nous demande toujours de développer une situation.
Oui, Et dans la colonne A, est-ce qu'on doit énumérer alors différents cas qui sont amenés à être racontés au cours d'une journée, au cours d'une situation? exactement. Vous avez tout compris. Ça, je reviens pour vous répondre. Donc ça, effectivement, pour ceux qui n'avaient jamais vu le livret, je vais vous partager mon écran, je vais vous en montrer un tout de suite. Ça, c'est le livret 2 de DEAP. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, voilà, au début, c'est purement de l'administratif, donc c'est pas très grave. Ça, encore une fois, si vous avez des questions, j'ai fait une vidéo complète, enfin, j'ai fait des ateliers et une vidéo complète sur YouTube. Vous allez sur YouTube, voilà, je ne vais pas y rester du temps. Ça, voilà à quoi ressemble classiquement ce que vous allez devoir remplir. C'est la même chose pour chacune des compétences. On voit bien, ça c'est ce que je vous ai expliqué, une compétence, une situation. Une compétence, une situation. Là, il y a activité 1 bis, activité 2, activité 3, etc. À chaque fois, vous avez des petites Z ici qui vous servent à savoir ce que vous devez faire. Voilà. Et donc, effectivement, vous avez deux rubriques. Vous avez la rubrique A et la rubrique B. Pourquoi il y a la rubrique A et la rubrique B? Alors, déjà, pour répondre à votre question, Laurence, hop, la rubrique A, vous allez devoir donner des exemples de soins et d'activités que vous avez réalisés. Des exemples. Alors, c'est des au pluriel, mais en réalité, c'est au moins un type. Et vous avez vu, c'est surligné en noir. C'est important. C'est au moins un. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'en mettre 20. Moi, il y en a même certains candidats qui en mettent un. Moi, je dis, il faut quand même. Voilà. Il faut le mettre, au moins deux, mais vous pouvez en mettre un. Et donc, effectivement, en fait, ici, vous allez en mettre plusieurs. Et ici, par contre, vous allez décrire avec précision les situations vécues par exemple. Et là, regardez, décrivez une situation. Je vais le mettre en plus gros si vous n'arrivez pas à voir. Décrivez une situation. Donc, pour répondre à votre question de manière très froide et basique, rubrique A, vous allez devoir donner plein d'exemples. Rubrique B, vous allez en prendre un seul parmi tous les exemples que vous avez décrits ici et vous allez le détailler. Maintenant, le pourquoi du comment. Bah, en fait, si vous voulez, encore une fois, l'objectif du jury, c'est qu'il va se baser que sur ça pour vous juger. Que sur ça, avec l'oral. Et donc, en fait, eux, ils ont besoin de voir que vous avez de la technicité, vous avez de la variation de vos activités que vous savez faire. Et donc, en fait, cette rubrique-là, elle a pour objectif de montrer que, bon, on est dans la compétence 1, donc c'est le soin du quotidien. Donc, on se doute bien que vous faites des changes, mais l'idée, c'est de bien montrer que vous faites des changes, vous faites des repas, que vous avez compris ce que c'était un soin du quotidien et que vous en faites de plein de types différents. Et ça, c'est pareil pour l'activité 1, mais c'est pareil pour l'activité 2, 3, 4, 5, etc. Donc, elles ont vraiment deux rôles différents. La rubrique A, c'est de montrer. En fait, moi, si je vous résume la posture, c'est rubrique A, c'est regardez tout ce que je fais, regardez comment je fais plein de choses. Je fais vraiment plein de choses. Et rubrique B, c'est ok, je fais plein de choses, mais regardez, je vais vous montrer à quel point je fais bien les choses. Je les fais bien. Et donc, vous allez en prendre une seule et vous allez la détailler. Est-ce que c'est un peu plus clair ou pas? Oui, merci. Super. Il y avait une question ou une main levée, je ne sais plus. Tu dois tout répondre à toute question, colonne A et colonne B. Très bonne question, Isabelle. Ça, il y a deux écoles. Moi, ce que je vous conseille, c'est que oui, il faut y répondre. Voilà. Mais en général, et c'est souvent le cas, quand vous allez, en fait, si vous voulez, les questions qui sont en dessous, là, à chaque fois, les deux là, je vais essayer de rezoomer. Les deux qui sont là, en général, ces questions, c'est un peu des questions bonus. En fait, c'est des questions qui sont là pour vous aider à expliciter. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez oublié de raconter comment vous avez adapté ces soins, bah, ah oui, mince, c'est vrai, il faut que je parle de comment j'ai adapté ces soins. Donc là, je vais écrire quelque chose. Mais il y a beaucoup de blancs où, en fait, naturellement, vous allez y répondre déjà dans la situation. En fait, c'est dans cette question-là que vous écrivez vous rédigez la situation. Et après, là, vous racontez les petits paragraphes. Donc, pour répondre à votre question, oui, vous êtes obligé de le faire. Mais en même temps, en général, vous allez le faire dans la question 1, donc c'est pas besoin de se prendre trop la tête. Si vous voulez, vous n'allez jamais, on va jamais vous embêter parce que vous n'avez pas rempli les questions supplémentaires. Alors, enfin, les gens peuvent venir vous embêter, mais si vous avez bien répondu dans la question 1, en général, c'est ça qui est le plus important. Hop, je reviens sur la présentation. Pardon. Tac, 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 tac. Hop, est-ce que c'est bon, vous voyez mon écran? Non, si c'est bon. Ok, donc maintenant, on continue. On était compétence 10. Compétence 10, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la transmission. Donc là, on est dans le travail en équipe. Le travail en équipe, ça veut dire deux choses. Enfin, il y a deux compétences dedans. La 10, d'abord, où c'est les outils de transmission. Donc, qu'est-ce que c'est un outil de transmission? Bah, c'est tous les outils que vous utilisez pour transmettre de l'information. Donc là, ça peut être tout. Hein. Ça peut être potentiellement dans votre structure, vous avez un dossier pour l'enfant. Ça peut être si vous avez des carnets de suivi, si vous avez des carnets de vaccination, par exemple. Si vous avez
pour les médicaments, je sais que j'ai perdu le mot. Bon, parfois, il y a certaines structures et certaines centres maternelles aussi qui ont comme des petits tableaux où elles indiquent, OK, j'ai donné du Doliprane à cette heure-là, à cet enfant-là, etc. Et voilà. Là, en fait, ce qu'on va attendre de vous, c'est que vraiment vous donniez tous les outils que vous utilisez pour bien communiquer avec l'équipe. Et voilà. Et ensuite, la 11, la dernière, c'est l'organisation de son activité. Donc, en fait, là, ce qu'on va vous demander, c'est de décrire une journée classique où tout va bien, montrer que vous interagissez avec toute votre équipe. Donc là, ça peut être une journée classique. Si vous êtes en crèche, ça peut être un mardi où toute l'équipe est là. Donc, vous allez raconter rapidement le matin les situations que vous avez faites, comment vous avez choisi les activités. Est-ce que c'était la directrice qui les avait préparées avant? Est-ce que vous les avez préparées la veille? Voilà. C'est vraiment juste une journée typique. C'est ce qu'on appelle une journée type. Et d'ailleurs, souvent, vous allez mettre les horaires, c'est-à-dire 7h40, arrivée, 8h20, on a fait le début de l'arrivée des enfants, etc. Ça, c'est l'activité 10. L'activité 11, pardon. Et ensuite, il y a 2 situations dedans. Donc, il y a une journée type où tout va bien, et après, il y a une journée type où ça va mal. Donc, ça, c'est ce que je vous disais, Laurence. Où là, par exemple, qu'est-ce qui peut mal aller? Il y a une collègue qui est absente. Donc, vous devez la remplacer. Pour les assistants maternels qui n'ont pas forcément de collègues, ça peut être, vous avez fait une sortie, si vous faites régulièrement une sortie avec le RPE, ça peut être une sortie avec le RPE où ça s'est mal passé. Par exemple, moi, j'avais eu le cas de sortie de la médiathèque où l'animatrice du relais était malade et donc c'était voilà, vous étiez un peu en équipe, donc les gens devaient, enfin les assistants maternels devaient prendre la main. Voilà un peu, donc ça je vous donne des idées de situation. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça veut pas dire que ça veut tout dire, mais ça peut vous aider, ça peut vous donner des idées. Et encore une fois, souvenez-vous du conseil que je vous ai donné, essayez de trouver à chaque fois 3 situations qui correspondent, parce que ça va vous permettre d'éviter de vous lancer dans un récit en vous disant j'ai que ça comme idée, je bouge pas. Enfin, quand je dis 3, ça peut être 2. Mais ce que je veux dire, c'est de vraiment vous aider à prendre du recul et montrer. Et de toute façon, les 3, elles vont pouvoir vous être utiles pour la rubrique A, vous l'avez compris. Du coup, cette idée de trouver 3 situations, ça a pour objectif de vous faire prendre du temps, de vous faire aller plus lentement pour être sûr que la situation dans laquelle vous allez vous lancer, c'est la bonne. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, si vous faites cet exercice, même si vous allez en choisir une seule à la fin pour la rubrique B, ce qui est bien, c'est que les 3 que vous avez choisis, que vous avez trouvés, vous allez pouvoir les mettre dans la rubrique A aussi. D'accord. Mais encore une fois, dans la rubrique A, dans la règle, c'est au moins une. Donc, vous pouvez dire une seule chose dans la rubrique A. Là, je vais vous partager mon écran, je vais ouvrir un document vide et on va vraiment faire comme si on choisissait une situation. Ok, donc là, on a fait la première étape. La première étape, c'est le choix, en gros. Donc là, vraiment, on est un peu comme ce que je vous ai dit, c'est choisir un peu 3 situations. Donc ça, de toute façon, ce qu'on a écrit là, et ça, vraiment, je vous encourage à écrire comme ça, c'est-à-dire juste des tirets, vous ne prenez pas trop la tête. Et ensuite, ça, c'est littéralement quelque chose qu'on va pouvoir copier-coller dans la rubrique 1. Donc vous ne prenez pas trop la tête. Ensuite, à partir de là, on va démarrer la deuxième étape. Donc, on va vraiment en choisir une. Moi, je suis désolé, je vais décider. Mais moi, j'adore l'échange change avec rougeur. Et pas avec Eritem d'ailleurs. Donc change avec rougeur. Donc à partir de là, une fois qu'on a ici entre guillemets la famille, ça c'est la famille de ce qu'on veut faire. Des changes avec rougeur, on a fait tout le temps, donc il faut en choisir un. Donc moi par exemple, j'ai fait un change avec rougeur la semaine dernière. Donc dans ma tête, c'est le change avec rougeur de Mathéo mardi dernier. Ça c'est vos notes, hein. C'est pas quelque chose que vous allez écrire sur votre livret. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est une vraie situation. C'est daté, c'est une vraie situation qui a existé avec un enfant, etc. Il ne faudrait pas juste mettre le change avec rougeur. Le change avec rougeur, c'est généraliste. Vous en faites plein des changes avec rougeur. Le change avec rougeur de Mathéo mardi dernier, bon, j'ai écrit Mathéo bizarrement, mais il n'y en a qu'un seul. À partir de là, commence la rédaction. Donc là, c'est mon préféré. Comment on rédige une situation? Alors, cela dit, chacun sa méthode. Moi, je suis juste là pour vous donner des petits tips. Parce que souvent, se retrouver devant une page vide, ça peut faire un peu peur. Et vraiment, l'objectif, et ça, j'ai vraiment envie de faire passer le message, c'est la VAE, c'est compliqué, ça demande du travail, mais c'est possible. C'est possible de le faire, c'est possible d'y arriver. Voilà. Et je vais vous montrer en faisant ça qu'il y a plein de gens qui me disent, moi, je ne sais pas écrire, j'y arriverai jamais, je ne sais pas si, je ne sais pas ça, etc. Mais vous allez voir, on peut y arriver. La première étape que je fais, moi, quand je rédige une situation ou quand je suis avec des candidats, c'est que je leur dis, la première chose que tu dois faire, tu mets tous tes souvenirs auxquels tu penses. C'est-à-dire que là, alors c'était mardi dernier. C'était à 10h30, je pense. Voilà, c'était mardi dernier à 10h30. Pourquoi ça a commencé? Ça a commencé parce que je me souviens que
que je sentais qu'il était mal à l'aise dans sa couche. Alors, je me souviens qu'à la fin, il était super content. Il était très content. Je lui ai demandé s'il se sentait bien. Il m'a répondu oui, avec un sourire. Voilà. Ensuite, je me souviens que j'ai pris le liniment et qu'il en restait presque plus. J'ai transmis l'information à la directrice. Donc là, je ne vais pas aller au bout, mais c'est quoi le message que je vais vous faire passer? Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vraiment, juste, je jette. Je jette tout ce qu'il y a dans ma tête. Pourquoi je jette ce qu'il y a dans ma tête? C'est une technique de mémorisation. En fait, souvent, c'est un peu comme quand je vous dis, vous avez fait quoi hier soir? Et là, vous êtes là. Je ne sais même plus ce que j'ai fait hier soir. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Et là, d'un coup, je vais vous dire, ah, mais tu te souviens de... Ah, mais tu étais avec Patrick. Et là, oui, j'étais avec Patrick, là, boum, ça va ouvrir toute votre mémoire et ça va ouvrir tout le détail des choses que vous aviez oubliées. Et ça sert à ça, cet exercice. C'est qu'en fait, en jetant les choses, en n'essayant même pas de les organiser dans le temps, vous avez remarqué, hein, je l'ai mis dans n'importe comment, il y a du début, il y a de la fin, etc. Voilà. L'objectif, c'est que votre cerveau, il largue tout à quoi il se souvient. Et pourquoi on fait cette situation? Enfin, pourquoi on fait ça? C'est aussi pour vous enlever la pression. En fait, quand on écrit, quand on commence à rédiger, si on rédige tout de suite des grandes phrases, des grands paragraphes, etc., vous avez la pression de vous dire « Oh non, mince, j'ai oublié ça, oh non, j'ai oublié ça, oh, faut que je pense à ramener ça. » Voilà. Non, là au moins, vous avez votre brouillon, vous avez jeté tout. Vous avez vidé votre tête, vous avez pris votre tête, vous avez mis là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous rappeler de nouvelles choses pendant que vous allez rédiger, mais au moins, vous n'avez pas la pression et ces choses-là, vous n'allez pas les oublier parce que vous les avez écrites. Voilà, donc en général, là, vous allez vous retrouver avec plein de choses. L'étape d'après, et ça c'est très important, chronologie. Donc on va, enfin, vous allez avoir beaucoup plus de tirets, mais c'est pour limiter, c'est vraiment réorganiser les choses pour les mettre dans le bon sens. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un fil conducteur, ça c'est très important dans la VE d'auxiliaire en particulier, mais de toutes, c'est de montrer que c'est chronologique, que ça a un sens, que ça a une direction. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes organisé, c'est ça qu'ils veulent voir. Sarah, on doit préciser l'âge? Oui. Par contre, il y a quelque chose que vous ne devez pas préciser, c'est que, là j'ai mis le nom de l'enfant, mais quand c'est le nom de l'enfant, pour rappel, l'auxiliaire de puériculture, professionnel de paramédical, vous devez respecter la vie privée. Et donc, il ne faut pas donner le vrai nom de l'enfant, ou bien ne pas donner du tout le nom de l'enfant. Donc, c'est pour ça que dans certaines situations, vous allez voir le change avec rougeur de X. Il y en a certains qui écrivent ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est de dire pour des raisons de respect de la vie privée, les prénoms étaient modifiés. Etc. Donc, étape d'après, peut-on préciser si c'était une selle normale ou selle molle ou pas? Bah oui, bien sûr. Ah bah oui, tout à fait. L'observation des selles, ça fait partie de l'observation. De vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui va mal. En général, quand il y a des selles molles ou des selles débordantes, enfin pas selles débordantes, mais quand il y a des selles molles, c'est quelque chose qui ne va pas bien au niveau de la digestion, ça peut être lié à plein de choses. Donc c'est bien de montrer que vous avez compris ça. Donc là, en fait, vous avez tout jeté dans la tête, ensuite vous réorganisez. En réorganisant, en général, ça vous permet de rajouter des nouveaux tirets. Vous allez faire, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça après, il y a eu ça, etc. Et ensuite, et seulement ensuite, quand vous allez avoir, là, vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver avec plein de tirets, bien organisés dans le temps. Il y a plein de choses auxquelles vous avez pensé de nouveau, donc vous les avez rajoutées. Et seulement à partir de maintenant, vous rédigez des phrases et des paragraphes. C'est-à-dire que vous relisez tout ça, là, mardi dernier à 10h30, etc., et vous en faites des phrases et un paragraphe. Et ça, honnêtement, c'est mon conseil pour écrire hyper rapidement et hyper facilement. Enfin, hyper facilement, faut pas déconner, il faut quand même écrire, il faut quand même se souvenir. Mais ça peut vous permettre de vous aider à rompre le sujet de la feuille blanche, d'avoir confiance en vous aussi et d'avancer. Moi, mon conseil principal, c'est prendre un accompagnement à la VAE. Vous n'êtes pas obligé de prendre un accompagnement de 20 heures complet, vous pouvez prendre 5 heures, vous pouvez prendre 10 heures et les étaler sur 6 mois. Ce que je veux dire, c'est que ça vous permet d'avancer. Moi, le plus gros problème que je vois dans la VAE, ce n'est pas des problèmes techniques. En général, vous les avez. Potentiellement, vous pouvez être entouré par votre directrice. Moi, j'en vois beaucoup qui sont accompagnés par leur directrice, etc. Mais en fait, le problème, c'est que ça ne donne pas de cadre. Et donc, en fait, le principal personne contre qui vous vous battez,
c'est vous-même, en fait. Enfin, c'est pas vraiment vous-même, c'est votre vie, c'est le fait que, voilà, on a des choses à faire dans la vie et avant la VAE, votre emploi du temps était bien chargé. Après, il est tout aussi chargé. Donc, ça, c'est compliqué, cet aspect-là. Et c'est souvent sous-estimé. Donc, vraiment, voilà. Et ça me permet aussi de vous dire, de celles qui se lancent, moi, je pense que tout le monde devrait se lancer pour faire une VAE, pas forcément d'AP, ce qu'ils veulent, ce qui est adapté à leurs compétences. C'est valorisant, ça permet de gagner mieux sa vie, ça permet d'avoir des nouvelles responsabilités, ça permet de rêver. En tant qu'AP, c'est bête, hein, mais demain, vous êtes AP, vous faites 3 ans d'AP, vous pouvez devenir. 2 ans d'AP, vous pouvez devenir directrice de crèche, 3 ans d'AP, vous pouvez devenir infirmière, faire des équivalences. Donc, c'est un vrai beau diplôme. Mais effectivement, ça demande des efforts. Et encore une fois, la VAE, c'est pas une voie de garage, c'est le même diplôme. Et en fait, c'est pas que c'est plus simple, c'est que c'est plus adapté. Plus adapté à votre vie, plus adapté à vos contraintes, etc.